Bonsoir Patrice Spinozzi. Bonsoir. Et merci d'être mon invité. Grand entretien, 19h30, 20h, pour évoquer ce livre, Menaces sur l'état de droit, plus que jamais dans l'actualité avec la décision de la Cour suprême. On va en parler dans un instant. C'est aux éditions à la Rive. Vous êtes avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, farouche défenseur des libertés publiques, des droits fondamentaux. On y vient. Mais d'abord, comme chaque soir, c'est l'heure du vrai ou faux qui nous est présenté ce soir par Nicolas Carvalho. Bonsoir Nicolas. On va s'intéresser ce soir aux attaques contre le Conseil constitutionnel. Selon plusieurs responsables politiques, les 9 sages auraient trop de pouvoir et ce serait même contraire à l'esprit de la Ve République. Oui, ce sont des propos qu'on entend régulièrement depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, mais surtout depuis ces derniers jours, après la censure par le Conseil constitutionnel d'une partie de la loi sur la justice des mineurs portée par Gabriel Attal. Alors, plusieurs personnalités de tous bords politiques ont sévèrement attaqué le Conseil constitutionnel. C'est une décision qui, aujourd'hui, je crois, est contraire à l'intérêt national. On a assisté à un mini-coup d'État des juges. Le Conseil constitutionnel, depuis trop longtemps, est sorti de son rôle. Le général de Gaulle disait déjà à l'époque, parce qu'on lui avait forcé la main pour créer le Conseil constitutionnel, que le seul juge suprême, c'était le peuple. Alors, le général de Gaulle contre le Conseil constitutionnel, c'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est difficile de l'affirmer aussi catégoriquement. Ce qui est vrai, c'est qu'au départ, le général de Gaulle n'y faisait pas du tout allusion. Il faut revenir au discours de Bayeux de 1946, où il expose pour la première fois l'idée qu'il se fait de cette future Ve République. Et là, aucune mention d'une quelconque instance qui contrôlerait la constitutionnalité des lois. Mais 13 ans plus tard, sous l'influence de Michel Debré, le Conseil constitutionnel est bel et bien institué. Et écoutez, le général de Gaulle ne semble pas du tout émettre de réserve à cette création, au contraire. Ainsi entre en fonction le Conseil constitutionnel, institution désormais essentielle. La République, je tiens à le dire, fait entière confiance à la clairvoyance et à l'impartialité avec lesquelles, pour la servir, le Conseil constitutionnel donnera ses avis et rendra ses jugements. Voilà, vous l'avez entendu, on est quand même assez loin d'une opposition frontale. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel s'est progressivement arrogé de plus en plus de droits ? En tout cas, au début, son rôle, c'est vrai que c'était pas le même qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'on sort d'une 4e République très parlementaire et le but, c'est de s'assurer que les députés n'empiètent pas sur les compétences du gouvernement et de l'exécutif. C'est ce que m'affirment plusieurs constitutionnalistes que j'ai interrogés. Écoutez. Le Conseil constitutionnel, en 1958, ça n'est pas la juridiction constitutionnelle chargée de défendre les droits fondamentaux, comme celle qu'on imagine aujourd'hui. C'est une instance qui est chargée de s'assurer que les parlementaires ne dépassent pas les compétences qui leur ont été attribuées par la Constitution. Pour conclure, je vous donne 2 dates clés. 1962, première vraie opposition entre Charles de Gaulle et le Conseil constitutionnel à propos du référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct, même s'il finit par obtenir gain de cause. Et surtout, 1971, après le départ de Charles de Gaulle, les sages prennent une décision majeure sur la liberté d'association et se reconnaissent davantage et davantage de compétences sur la défense des droits fondamentaux face aux politiques. Et donc, c'est cette logique qui prime aujourd'hui. On l'a vu avec la censure de certaines mesures gouvernementales, une partie de la loi immigration, la loi sur la justice des mineurs, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc oui, l'esprit du Conseil constitutionnel n'est plus le même qu'à sa création, ça c'est vrai, mais il s'appuie toujours sur des articles très précis qui ont été prévus et voulus par le général de Gaulle. Donc parler de pouvoir démesuré, de coup d'état des juges, c'est une attaque qui est très largement exagérée. Le vrai ou faux ? Nicolas Carvalho, merci. Patrice Spinozzi, une réaction. Monnaie courante aujourd'hui, les attaques contre le Conseil constitutionnel, c'est le signe de quoi ? De la menace sur l'état de droit, j'ai envie de vous dire. Ça fait évidemment partie des critiques qui sont portées contre des juges qui sont là pour garantir nos libertés. Et un mot sur ce dont on est en train de parler. Évidemment, il y a des critiques contre le Conseil constitutionnel dès qu'il s'oppose à des parlementaires qui ont pris une loi. Mais c'est son rôle. Et ce rôle, il s'est renforcé effectivement dans le temps. Et cela a été fait d'une façon consciente par les politiques. Vous n'avez pas évoqué la question de la question prioritaire de constitutionnalité, mais qui est absolument déterminante, qui a donné encore plus. N'importe quel citoyen peut aujourd'hui saisir le Conseil constitutionnel pour faire vérifier une loi. Bon, c'est une réforme de Nicolas Sarkozy. De la même manière, la question que vous évoquez avec la justice des mineurs. La justice des mineurs, elle a pu être, la décision sur la justice des mineurs a pu être rendue parce qu'il y a eu une décision
décision du Conseil constitutionnel en 2002 qui a dit que le particularisme de la justice des mineurs, c'était un principe constitutionnel. À cette époque-là, le Conseil constitutionnel, il était présidé par un homme qui s'appelait Yves Guéna. Yves Guéna, c'est un résistant, c'est quelqu'un qui a été un ministre aussi bien du général de Gaulle que de Pompidou, et tous ces gens étaient globalement des humanistes qui avaient à cœur la défense des libertés. Donc, il faut quand même conserver un peu la raison dans cette histoire. Le Conseil constitutionnel, il joue son rôle, et il est déterminant pour garantir nos libertés à tous. Voilà. Alors, vous êtes avocat auprès de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Vous êtes un juriste chevronné. Et je le disais, vous êtes inquiet, et même très inquiet. C'est une alerte, c'est un avertissement, ce livre, Menace sur l'état de droit. Comment préserver nos démocraties? Vous dites que l'état de droit, il peut se détruire plus vite qu'il ne s'est construit. En témoigne ce qui arrive aux États-Unis avec Donald Trump au pouvoir. La Cour suprême vient aujourd'hui de limiter le pouvoir des juges fédéraux. Donald Trump jubile. Quelle est votre réaction? Quelle lecture vous faites de cette décision? Il faut bien comprendre, dans le livre que j'ai écrit, je parle effectivement des menaces qui pèsent actuellement en France sur l'état de droit. Et pour ça, je m'inspire de ce que j'ai pu voir ailleurs, en fait, c'est-à-dire aussi bien en Pologne ou en Hongrie. Et les États-Unis sont intervenus, d'ailleurs, l'élection de Donald Trump est intervenue au moment où j'étais dans la rédaction du livre. Et en fait, j'ai vu, mais avec stupéfaction, en réalité, la vitesse à laquelle des démocraties qui étaient aussi installées que les États-Unis pouvaient basculer. Et on bascule comment? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, effectivement, avec Donald Trump, on a une méthode de ce qui est susceptible de pouvoir s'appliquer chez nous. Eh bien, en opposant le politique au juridique. Et c'est exactement la même logique que celle qu'on avait avec le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir des politiques élus qui vont dire « Moi, j'ai été élu par la souveraineté populaire. Donc, à partir du moment où vous vous opposez à ce que je fais, eh bien, vous êtes illégitime parce que vous n'avez pas été élu et donc vous ne pouvez pas aller contre nous. Et la souveraineté populaire contre les juges, on l'a entendu sur tous les tons. Et ça, si vous voulez, c'est la mécanique de Trump. Et donc, évidemment, quand la Cour constitutionnelle lui donne un satisfecit, alors qu'il y a eu d'autres décisions qui ont été rendues, qui ont été contre sa politique. Alors là, les juges constitutionnels de la Cour suprême américaine étaient voués aux gémonies, mais en revanche, quand ils vont dans son sens, alors là, grande décision, ce sont des très bons juges. Et donc, on voit bien qu'il y a une instrumentalisation systématique de la part des politiques, des décisions qui sont rendues en fonction de ce qu'elles leur sont favorables ou défavorables. Les juges n'ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif. Vous avez mis cette phrase de février 2025, signée J. Evans, vice-président des États-Unis, en exergue de votre livre. Elle dit tout du moment qu'on traverse aujourd'hui, cette phrase. Tout à fait. Mais cette phrase est très claire, mais là, c'est J. Evans qui la propose, qui la formule. Mais vous avez exactement, j'ai mis aussi, ce n'est plus le gouvernement des juges, c'est la tyrannie des juges de Jordan Bardella. Aujourd'hui, les attaques contre les juges, elles sont de plus en plus nombreuses. Et il faut bien s'entendre, si vous voulez, il est tout à fait normal de critiquer une décision de justice. Si vous n'êtes pas satisfait d'une décision qui a été rendue, eh bien, vous le dites et vous dites, je ne suis pas content. En revanche, ce qui ne va pas, ce qui porte atteinte aux fondamentaux, c'est quand on ne critique pas juste la solution qui a été rendue, mais quand on critique le juge, quand on critique l'institution elle-même. Pour être très pédago, il faut bien repartir du concept d'état de droit. Parce que la démocratie, ça n'est pas qu'une procédure, ça n'est pas que le fait majoritaire de celui qui a eu 50% des suffrages. C'est aussi des principes et des valeurs. L'état de droit, c'est quoi? Alors, l'état de droit. L'avocat. Alors, monsieur l'avocat, c'est c'est compliqué. D'ailleurs, je commence mon livre là-dessus en disant, en fait, l'état de droit, il présente une difficulté, c'est qu'il est très compliqué à expliquer. Bon, alors, l'état de droit, en réalité, c'est un état qui accepte de se soumettre au droit. Donc, c'est un État qui accepte la règle et qui accepte donc la contradiction. Il faut bien voir que ce qui est déterminant, c'est qu'à partir du moment où vous avez des populistes qui arrivent au pouvoir, comme c'est le cas par exemple avec Donald Trump, ils n'acceptent plus la contradiction. Or, la démocratie, telle qu'on l'a toujours envisagée, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est une société où certes, il y a des personnes qui sont élues et qui incarnent la souveraineté populaire, mais il y a aussi d'autres personnes qui méritent d'être écoutés, ou en tout cas, qui ont eux aussi des droits. La garantie des droits contre l'État. C'est la garantie du droit des minorités contre la majorité. Et ce que les populistes ne veulent pas, c'est accepter qu'il puisse y avoir
une reconnaissance de droits à des personnes qui leur sont opposées. Donc c'est une alerte, véritablement. C'est aussi un voyage en populisme, puisque, vous l'avez dit, on va en Hongrie, on va en Russie, on va en Pologne. En Italie. En Italie, on va y venir à Meloni, parce que c'est le laboratoire, la grande tentation de la France, le modèle italien, ou Giorgia Meloni, les libéralismes de Meloni. Populisme de droite comme de gauche, c'est les mêmes, ils sont aussi dangereux. Qu'est-ce qui les distingue? Ils sont aussi dangereux parce que ils procèdent de la même mécanique, exactement celle que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous êtes populiste de droite, en France le RN pour être simple, pour simplifier, et quand vous êtes populiste de gauche, la LFI, là encore une fois pour simplifier, en réalité, à partir du moment où vous accédez au pouvoir, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas tolérer qu'il puisse y avoir une opposition à votre action. Et on peut regarder des propos qui sont des propos aujourd'hui tenus par Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la justice sont globalement identiques, c'est-à-dire refusant le principe de ce que les juges puissent se permettre de contrecarrer le politique. Et donc, si vous voulez, ces deux populistes, ils sont un peu différents, parce que le populiste de droite, il s'attaque surtout aux élites qui sont les élites intellectuelles et administratives. Le populiste de gauche s'attaque plutôt aux élites financières et économiques. Mais la logique est la même. La logique est la même. Les droits fondamentaux. Oui, c'est-à-dire que dans les deux cas, on se retrouverait avec mise sur les médias, avec critique des juges, des critiques évidentes de la part des juges. Les deux cibles naturelles des populistes, c'est d'un côté les juges, l'institution judiciaire au sens large, et de l'autre les journalistes, parce que ce sont les contre-pouvoirs à leur action. La question qui se pose à toutes les démocraties aujourd'hui, c'est la question de l'efficacité. Très souvent, on dit Donald Trump, certes, il s'assoit sur les règles, les institutions, mais au moins, il fait ce qu'il dit. Alors, il y a beaucoup... Non, alors, il fait ce qu'il dit. Il y a beaucoup de contradictions à trouver. Il est quand même très, très contradictoire. Je vais vous prendre un exemple d'un dictateur extrêmement populaire. Vous voyez qui je veux parler, Bukele. Nayib Bukele, il fait des choses absolument... exorbitante du droit commun, on est dans l'illégalité la plus totale, on va voir les images. Il a arrêté au Salvador, c'est le président du Salvador, il a arrêté toutes les personnes tatouées pour mettre fin au narcotrafic qui gangrène ce pays. À partir du simple fait, dans son esprit, qu'avoir un tatouage faisait partie des éléments constitutifs d'être de ces gangs. Les images qu'on voit d'ailleurs sont saisissantes, des incarcérations mises en scène de façon terrible. Cette question de l'efficacité, elle est au cœur des démocraties. Vous avez énormément de dirigeants, de personnalités politiques qui vous disent au fond, l'état de droit est une entrave. L'état de droit aujourd'hui ne permet pas d'arriver à promettre et résoudre les problèmes. Au Salvador, au-delà de ces images qui sont très difficilement soutenables, le narcotrafic, l'insécurité a drastiquement baissé. Qu'est-ce que vous répondez? Mais qu'est-ce que je réponds? Mais à quel prix? Qui a envie, enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont tatoués, hein, mais qui a envie que son fils se retrouve mêlé à des narcotrafiquants au seul motif qu'il est tatoué? Au Salvador, c'est absolument aujourd'hui documenté, hein, c'est-à-dire que l'ensemble de ces... Il y a à peu près 10 à 15% de personnes qui sont dans les prisons qui n'ont absolument rien à y faire. Bon, et c'est une marge d'erreur. En fait, le président vous dit oui, très bien, oui, effectivement, il y a des gens qui sont arrêtés. Mais les électeurs salvadoriens veulent ça. Les électeurs américains veulent ça. Les électeurs salvadoriens d'Orban veulent ça. Qu'est-ce que vous répondez? Ils votent mal? Ils sont bêtes? Alors, je vais vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'ils le veulent, en tout cas, pour le moment. Premièrement, c'est-à-dire qu'il sera très intéressant de voir quelles seront les élections de mi-terme pour Donald Trump. Donc, on verra si effectivement cette politique continue à être soutenue. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la démocratie, précisément, pour qu'elle puisse s'exercer librement, encore faut-il que l'information soit libre. C'est-à-dire qu'il faut que les élections soient libres. Donc, il ne faut pas non plus se tromper. Quand on parle, par exemple, de la Hongrie, on sait que l'ensemble de la presse est aujourd'hui sous le contrôle de Viktor Orban. À peu près 80% de l'information est mise sous le contrôle de Viktor Orban, et que la plupart des opposants politiques sont poussés au départ. Et donc, en réalité, il n'y a pas véritablement de contestation. Donc, on voit bien cette mécanique des populistes qui est d'arriver au pouvoir et d'essayer de s'y maintenir. Maintenant, sur la question de la répression et l'efficacité, alors, moi, je suis avocat, donc je le vois tous les jours.
en réalité, ça n'est pas exact. On voit bien qu'on peut tout à fait avoir une répression effective tout en garantissant les droits. Par exemple, grâce au Conseil constitutionnel, il y a eu la possibilité d'avoir un avocat dès les premières heures de la garde à vue. Auparavant, ça n'était pas possible. Et c'était il y a maintenant près de 15 ans. Et il y a 15 ans, moi j'étais sur des plateaux télé et il y avait des syndicats de police qui me disaient « Mais vous n'imaginez pas, on ne va plus pouvoir enquêter, ça ne va plus être possible ». Et déjà, on mettait en avant l'efficacité de la répression. Un an après, plus personne n'en parlait. Alors, on va parler d'immigration parce que c'est le sujet. Bien c'est sûr. vrai, vous avez raison. Et l'insécurité. Dans l'état de droit actuel, il y a aussi des possibilités de rendre effectives certaines décisions. L'immigration, ça revient systématiquement, et l'insécurité également. On le voit après la mort d'Elias, tué à l'arme blanche par un mineur, la loi Attal censurée par le Conseil constitutionnel. On pourrait parler des obligations à quitter le territoire français avec à nouveau des décisions du Conseil ou des délais qui ne sont pas respectés et qui sont légaux, bien sûr, pour pouvoir poursuivre les personnes, enfin pour pouvoir défendre les personnes, se saisir des délais en centre de rétention. Giorgia Meloni, puisqu'on en parlait, laboratoire, a décidé, elle a trouvé 9 chefs d'État sur les 27 en Europe, 9 sur 27, pour dire, au fond, les traités, les conventions internationales, la Convention internationale des droits de l'homme, il faut la réformer au nom de l'efficacité. On l'écoute, vous réagissez juste après. Nous voulons ouvrir le débat sur certaines conventions européennes en commençant précisément par le phénomène migratoire. Notre objectif est de les renforcer, c'est-à-dire de les rendre plus adaptés à l'époque que nous vivons. Voilà, conférence de presse avec la danoise, social-démocrate. Vous avez aussi un chapitre sur les traités internationaux, sur les conventions, qui sont aussi l'état de droit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Réformer la Convention européenne des droits de l'homme pour l'efficacité de sa politique migratoire qu'elle veut durcir, externaliser les demandeurs d'asile en Albanie, pour être précis. D'abord, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de propositions qui sont des effets d'annonce de la part d'un certain nombre de dirigeants, comme de Mme Meloni, et qui, en réalité, n'ont jamais démontré leur efficacité. C'est-à-dire que à la question de l'immigration, il y a des propositions qui sont faites, dont il n'est absolument pas acquis qu'elles soient susceptibles de fonctionner. Moi, je donnerais juste un exemple, la question de l'insécurité, par exemple. On parle tout le temps de la question de l'insécurité en disant qu'il faudrait que notre législation soit plus répressive. Depuis 20 ans, nous n'avons fait que augmenter la répression de notre législation. Donc on a fait que ça. On a fait des lois d'exception sur lois d'exception. En pratique, depuis 20 ans, eh bien, on a une incarcération qui est de plus en plus importante. Donc c'est un échec. Ça ne marche pas. Le tout répressif ne marche pas. On peut parler du Conseil constitutionnel et de la censure de la décision de la loi Attal. La loi Attal proposait effectivement de supprimer l'excuse de minorité. Il n'est absolument pas garanti que ça puisse marcher. Donc la réalité, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le fait qu'aujourd'hui on nous vende un surrépressif pour régler les problèmes des gens, ça ne marcherait pas. Je ne suis absolument pas convaincu, mais je ne suis absolument pas convaincu que ça puisse marcher. Et la Convention européenne, parlons-en un instant. La Convention européenne, juste un moment, elle vient d'où ? Elle est attaquée de toutes parts en Europe. Mais bien sûr qu'elle est attaquée de toutes parts parce qu'il y a une montée de toutes parts du nationalisme. Bon, ça vient d'où la Convention européenne des droits de l'homme ? La Convention européenne des droits de l'homme, ça vient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On avait connu les horreurs du nazisme et du fascisme. Et d'un seul coup, l'ensemble des grands pays se sont dit, bon, on va reconstruire l'Europe, mais pour reconstruire l'Europe, il faut qu'on s'accorde tous sur un certain nombre de libertés qui sont déterminantes. La liberté d'aller et venir, la liberté de parole, la liberté d'expression, le droit au procès équitable. Et non, on va mettre ça dans une convention. Et cette convention, elle nous lie. Et c'est parce qu'elle nous lie qu'en réalité, l'Europe a réussi à maintenir une unité. Il faut bien comprendre que depuis 70 ans, donc après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est restée d'abord unie, prospère, et n'a pas connu la guerre. La Convention européenne des droits de l'homme, comme le droit de l'Union européenne, nous a garanti la paix. Et ça, c'est ça ce qu'on est en train d'essayer de casser. Et moi, ce que je dis, pour le savoir, c'est que plus on déconstruira l'Europe, plus on critiquera la Convention européenne des droits de l'homme, plus on critiquera les décisions qui sont rendues au nom du droit de l'Union européenne, et bien plus on prendra le risque de revoir la guerre
sur notre sol. Et ça, je le dis dans mon livre, je dis, nous sommes les enfants gâtés de la liberté. Nous tous, là, on a reçu la liberté, mais on ne s'est jamais battu pour l'avoir. Ce sont les gens qui ont fait la guerre, qui se sont battus pour notre liberté. Et c'est cette liberté qui est extraordinairement fragile qu'on est en train de bazarder en disant, de toutes les façons, effectivement, on peut remettre en cause l'Europe, on peut remettre tout ce qui a été construit par les pères fondateurs, parce que bien on a envie d'autre chose. Ouais. Eh bien moi je dis c'est dangereux. C'est ça la menace. D'autant que vous expliquez dans le chapitre sur l'Italie qu'on a l'impression que parce que peut-être elle est anti-Poutine, Giorgia Meloni, qu'elle défend l'Ukraine, finalement ça va, ça passe. En fait, c'est plus compliqué que ça. Mais elle a un programme identitaire, elle a un programme de surveillance des médias qu'elle met en place. Bien sûr, il y a une surveillance des médias en Italie aujourd'hui qui est tout à fait marquée. Il suffit de discuter avec des Italiens qui vivent et qui sont sensibles à la question des libertés. Aujourd'hui, la RAI est totalement inféodée au gouvernement Meloni. On l'appelle la TV Meloni. Il y a un certain nombre de projets de loi pour limiter l'indépendance des juges qui sont actuellement en cours. On voit bien qu'il y a une volonté très forte d'une remise en cause de la superstructure européenne. Donc, il y a un agenda. Il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, dans le livre, je ne dis pas d'ailleurs que l'Italie soit devenue une démocratie illibérale. Oui. Pas encore. Mais c'est une tentation. Et c'est quelque chose qui est susceptible d'arriver et qui est, à mon sens, évidemment dangereux. Cet état de droit critiqué de toutes parts. En France, il est aussi ciblé. Laurent Wauquiez, après la censure de la loi immigration, a parlé, je cite, de coup d'état de droit. Bruno Retailleau, au JDD, l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. Ou encore Marine Le Pen, qui va jusqu'à renverser le concept d'état de droit en disant, après sa décision de justice, qui la condamne à des peines d'inéligibilité, c'est une violation de l'état de droit. Critiquer cette décision, vous en parlez dans le livre, est-ce que c'est forcément aller contre l'état de droit ? On peut critiquer cette décision, c'est légitime ? Mais on peut critiquer une décision de justice. On peut dire je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été rendue. Marine Le Pen, elle a été condamnée, elle peut tout à fait Vous avez des confrères d'ailleurs, avocats, qui ont considéré qu'elle était mal fondée en droit, qui ne comprenaient pas l'argumentaire du juge. Mais heureusement, en fait, vous savez, dans un état de droit, précisément, eh bien, on a un droit à un recours. Voilà, c'est un principe fondamental. Donc, Marine Le Pen, c'est une justiciable comme une autre. Elle a subi une décision qui l'a condamnée. Elle est hostile à cette décision, c'est parfaitement droit. Elle fait un recours devant la cour d'appel, c'est parfaitement son droit. Et c'est totalement légitime de sa part qu'elle aille sur les plateaux télé en disant, écoutez, j'ai été condamnée, je considère que je suis innocente, je considère que cette décision est une injustice. C'est tout à fait normal. En revanche, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est de dire, en réalité, j'ai été condamné, mais parce que les juges qui m'ont condamné ont un agenda politique, parce que c'est des juges rouges, parce qu'en réalité, ils n'ont aucun attrait pour la justice. C'est ça qui est contraire à l'état de droit. C'est lorsque vous ne critiquez pas, non pas la solution qui a été rendue, mais bien que vous instrumentalisez une opposition avec l'autorité judiciaire en tant que telle, et que vous l'opposez aux politiques. Vous dites, en réalité, si j'ai été condamné, c'est parce que je suis un politique et parce que les juges sont hostiles à ma politique. Vous avez vu qu'Éric Ciotti, son allié de la droite, de l'Union de la droite républicaine à l'Assemblée, a essayé de faire passer un texte hier à l'Assemblée qui visait en fait à supprimer l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'application immédiate pour des peines d'inéligibilité. Bon, finalement, ça n'a pas été possible, il y a eu un tir de barrage. Ça, c'est légitime. Mais... Alors, ce qui est légitime, oui, bien sûr que c'est légitime. C'est légitime à partir du moment où vous êtes un député et législateur de proposer une évolution du droit. Il ne faut pas confondre, il y a beaucoup de gens qui confondent l'état de droit et l'état du droit. Explication. Alors, explication. L'état de droit, c'est la structure générale, c'est l'ensemble de nos libertés. L'état du droit, c'est l'état de la législation qu'on vit aujourd'hui. Et l'état du droit, il est changeant, évidemment. Éric Ciotti, il est dans son rôle en disant je propose qu'on modifie la loi. Bon, et le Parlement est aussi dans son rôle en disant écoutez, nous ne votons pas cette modification de la loi. C'est ça la démocratie. Ce que vous montrez très bien aussi dans votre livre, c'est qu'il y a ce risque. Si un populiste de droite comme de gauche arrivait au pouvoir, d'ailleurs en majorité absolue, vous dites alors que les institutions ne sont pas du tout faites pour résister, créer des contre-pouvoirs. Tout basculerait. Ça, c'est très intéressant. Il y a toute une série de scénarios. Mais vous dites aussi que dès aujourd'hui, il y a toute une série d'exceptions qui sont devenues permanentes, qui se sont installées après le Covid, après les attentats terroristes.
Alors, je décris effectivement le populisme de droite et le populisme de gauche. Je décris aussi ce que j'appelle le populisme du centre, en fait. Une sorte de populisme de lâcheté, d'opportunisme que nous vivons. Macroniste, bien sûr. Qui, en réalité, c'est la tentation du populisme. C'est-à-dire que ce sont des partis qui sont des partis républicains, mais qui se laissent aller à jouer le jeu des populistes. Et c'est ce que vous évoquez. Les législations d'exception, les états d'urgence que nous avons pu connaître, la multiplication des législations antiterroristes sont le lit des atteintes à l'état de droit. Pourquoi ? Parce que demain, à partir du moment où on aura créé des possibilités d'avoir des perquisitions chez vous sans passer par un juge ou de vous assigner à résidence parce qu'on estime que vous présentez une menace pour la sécurité, eh bien, ces législations, elles seront susceptibles d'être utilisées par des populistes qui auront été élus et qui vont les instrumentaliser. Et on va vous dire, vous en tant que journaliste, vous présentez une menace pour la sécurité. Moi, en tant qu'avocat, je présente une menace sur la sécurité. Et donc, on va me dire, c'est normal qu'on vous surveille et c'est normal qu'on vous maintienne dans votre résidence et que vous ne soyez pas libre de vos déplacements. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la grande question. Patrice Spinozzi, pour terminer, la vigilance. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On vote pas pour eux, c'est ça ? Non, mais on en parle. On explique d'abord. Évidemment, c'est très important de le dire. Moi, je crois que les gens sont beaucoup plus attachés aux libertés qu'ils ne le pensent. Et le but de ce livre, c'est précisément qu'il est globalement assez facile à lire. Je n'irais pas dire que c'est un livre qu'on peut lire pendant les vacances, sur la plage, mais j'ai voulu faire un livre qui soit un livre lisible et accessible. C'est pas un livre savant, c'est pas un livre de juristes compliqués. Et donc, ce que je dis, c'est que en réalité, à ceux qui sont au fond en hostilité aujourd'hui avec la politique, ce qui est tout à fait légitime, et qui s'apprêtent à voter pour le populisme, eh bien je crois que ce populisme se retournera contre eux et il faut qu'ils le comprennent. Et donc c'est ça ce qu'on a vocation à faire, c'est un, en avoir conscience, et deux, il faut qu'on fasse notre autocritique aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous-mêmes, on apprenne à réinventer ou redonner goût à la démocratie libérale. Ça passe peut-être aussi par avoir moins de droits, trop de droits tue le droit, il faut qu'on sache se réinventer pour redonner le goût de la liberté à l'ensemble de nos concitoyens. Merci infiniment. Patrice Spinozzi, Merci menace beaucoup. sur l'état de droit, c'est à lire aux éditions Alary. C'est passionnant, c'est accessible, c'est très inquiétant aussi. Merci à vous.